Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, estime qu'il ne faut pas baisser des gardes dans la prévention des crimes de génocide. Le chef de l'État déplore par ailleurs la passivité de certains pays qui collaborent plutôt avec ceux qui ont perpétré le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le point avec Jean-Damascène Manichim. S'exprimant au cours des échanges de la conférence dénommée Global Citizen Now, le président Paul Kagame a montré que la prévention des crimes semblables au génocide commis contre les Tutsis au Rwanda exige une prise de conscience de tout un chacun sur les racines du génocide même. First of all, we have to bear in mind what caused the genocide. Avant tout, nous devons toujours avoir en tête les causes du génocide même, qui ne sont rien d'autre que le divisionnisme et le tribalisme. C'est pourquoi nous avons choisi d'être unis, de privilégier les intérêts de tous les Rwandais. L'unité est le premier investissement que nous avons fait. Nous avons mis en priorité aussi la mise en place des institutions fortes qui rendent compte à notre peuple. Building strong institutions that are accountable to our people. Le président rwandais a déploré par ailleurs l'attitude de certains pays qui semblent ne pas avoir tiré suffisamment de leçons du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. To this day, perpetrators and their supporters are attempting Ces derniers jours, ceux qui l'ont perpétré et leurs collaborateurs tentent de réécrire notre histoire. Et avec les réseaux sociaux, cela devient pire. Au niveau mondial, nous assistons de plus en plus à la radicalisation et à l'extrémisme. Et parfois, les pays puissants, de façon délibérée, préfèrent ne rien faire. Bien sûr, il y a beaucoup de discours sur les droits de la personne et bien d'autres. Ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe qui. Nous ne devrions pas prendre pour acquis notre responsabilité pour nous assurer que le plus jamais ça n'est pas un slogan creux. We shouldn't take for granted our responsibility to ensure never again is not an empty slogan. Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain français, regrette que le racisme qui engendre le génocide s'observe encore aujourd'hui. Nous avons envoyé des messages aussi forts que possible, Jean-Pierre Chrétien l'a fait aussi et d'autres. Pourquoi ces messages n'ont pas été entendus? Pourquoi les appels désespérés de Jean Carbonard n'ont pas été entendus? Pourquoi les alertes du général Varret n'ont pas été entendues? Pourquoi les alertes du colonel Galinier, qui disait que l'armée et la gendarmerie rwandaise voulaient exterminer les Tutsis, n'ont pas été entendues? Ils n'ont pas été entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre. Et on ne voulait pas les entendre par un mélange d'indifférence et de racisme. Le racisme, c'est la clé d'une très grande partie de la tragédie. Le racisme n'a pas toujours besoin d'ordre. Le racisme, c'est l'idéologie pour les nuls. C'est pourquoi cette idéologie a autant de succès depuis le milieu du XVIe siècle. Même si beaucoup a été réalisé notamment dans la poursuite des suspects génocidaires qui avaient fui le Rwanda, l'écrivain Daniel Escornet estime que la communauté internationale devrait aller plus loin pour protéger le monde contre des tragédies similaires au génocide perpétré contre les Tutsis. Je pense que cette communauté internationale doit faire un nouveau pas, et ce nouveau pas, c'est certainement la prévention des processus génocidaires. Il faudrait qu'en cas de processus génocidaire, l'ONU ne puisse, aucun État membre du Conseil de sécurité ne puisse imposer son droit de veto, ne puisse bloquer l'intervention internationale comme cela a eu lieu dans tous les génocides. Ce serait un premier pas au moment où le droit international s'effondre et où il faut redonner un sens à ce droit international. Puisque c'est le seul crime de masse qu'on peut prévenir. Les crimes de guerre sont tout à fait terribles et les victimes souffrent autant. Mais le génocide, qui vise un groupe humain en tant que tel, se prépare longuement. Et donc on a aujourd'hui toutes les connaissances
pour prévenir, et c'est le premier pas de paix qu'on pourrait faire ensemble. Je pense qu'il apporte des connaissances nouvelles pour traiter ces cas de massacres de masse qui actuellement se développent sur toute la planète. La passivité persistante de la communauté internationale face aux crimes de masse que le monde vit encore aujourd'hui, c'est ce que déplore également ce journaliste rwandais passionné pour la justice. Après la Shoah, on se disait, voilà, il n'y aura plus de génocide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un génocide au Rwanda et que non seulement la communauté internationale observait tout ça, assistait à tout ça, mais elle était là comme acteur. Mais, alors on se pose la question maintenant. Si ceux qui ont perpétré le génocide ont passé la frontière Rwanda-Zaïre avec leurs armes, ont exporté le génocide sur le sol zaïrois, aujourd'hui congolais, et qu'aujourd'hui, cette même idéologie a généré des actes de génocide qui est en train maintenant de se perpétrer, de se faire. Peut-être pas encore à grande échelle, mais au regard des gens qui ont fui les massacres, au regard des gens qui sont en train d'être brûlés vifs, au regard de ce que montrent les médias sociaux et les médias internationaux, on se demande que fait par exemple la SADC? Où est la France? Où sont les États-Unis? Où sont les grandes puissances dans tout cela pour venir et dire, voilà, le génocide, partout où ça s'est passé, ça commence par là, et si on n'arrête pas, ça va arriver à un vrai génocide consommé. Et 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, de plus en plus de voix s'élèvent pour montrer qu'il faut faire davantage pour que le plus jamais ça prononcé après l'Holocauste devienne une réalité. La suite de ce journal, les opérateurs économiques qui mènent leurs activités au Rwanda apprécient la politique rwandaise d'ouverture au monde qui, selon eux, est susceptible de développer davantage les climats des affaires en Afrique en particulier. Charlène Fouraha, reportage. Le Rwanda ouvre ses portes en adoptant une politique de visas gratuits aux pays membres de l'Union africaine, du Commonwealth et de la francophonie. Et c'est dans cet esprit d'ouverture que deux jeunes femmes éthiopiennes ont décidé de venir s'installer au Rwanda. Et pour aller plus loin, elles ont même installé leur propre business ici à Kigali. Aujourd'hui, ils vont nous parler de leur expérience et de leur parcours du visa. Most people ask us, the first question is like, oh, how's the visa process? Beaucoup de gens à l'étranger nous demandent les processus d'obtention des visas pour venir au Rwanda. Et nous leur répétons constamment qu'il n'est pas nécessaire de faire des demandes de visa. S'ils souhaitent venir, ils peuvent le faire sans se soucier de quoi que ce soit, car le Rwanda a allégé la situation. Je dois également avouer que cette ouverture nous a permis de bien opérer au Rwanda. Et c'est surtout qu'elle nous a également permis de fonder notre propre entreprise. Lorsque nous étions dans notre pays d'origine, l'Éthiopie, ce n'était pas aussi facile que ça l'a été ici au Rwanda. Nous nous réjouissons de cette facilité de mobilité, car elle nous permet également de gagner notre vie et d'élargir nos horizons en tant qu'Africaines. D'après mon expérience dans ces pays, je recommanderais fortement à tous ceux qui veulent venir au Rwanda pour des affaires ou d'autres activités de ne pas hésiter, car une fois que vous êtes dans ces pays, vous ne pouvez que vous en réjouir. Après l'adoption par le Rwanda du nouveau régime de visa, Blaine et Selam sont initialement venus pour une simple visite dans le pays. 2 ans plus tard, impressionnées par leur expérience positive à Kigali, elles ont décidé de s'installer dans le pays et d'établir leur propre entreprise au centre-ville de Kigali. Lorsque ma sœur et moi sommes venus au Rwanda, j'ai aimé le pays dès le premier regard. Tout était propre et surtout la population était très accueillante. Une autre chose qui m'a ébloui ici, c'est la sécurité au Rwanda. En tant que femme, je ne m'étais jamais sentie à l'aise de marcher dans la rue, même pendant la nuit. Je suis heureuse que le Rwanda nous ait si bien accueillis.
Le directeur de Africa Global Cooperation Program, Siaka Michael, estime que cet engagement du Rwanda favorise l'intégration régionale et entraîne beaucoup d'intérêt pour le pays en particulier. Si vous dites que venir dans mon pays est gratuit en termes de visa, cela permettrait aux gens de se sentir à l'aise et encouragerait leur visite, ce qui présente plusieurs avantages pour le pays. Par exemple, en parlant de Visite Rwanda, grâce à cette facilité de mobilité, cela a contribué de manière significative à l'économie, notamment dans les services proposés aux visiteurs qu'ils viennent pour investir dans le pays, pour des affaires diplomatiques ou touristiques. De plus, la population rwandaise en bénéficie également, car plus la demande pour les services de ces étrangers est élevée, plus cela crée des emplois pour eux, contribuant ainsi à lutter contre le chômage dans le pays. Dans les cas contraires, les pays ne bénéficieraient pas de toutes ces opportunités. Nous sommes très favorables à ce nouveau régime de visas gratuits instauré par le Rwanda et nous remercions le président Paul Kagame pour la vision qu'il a pour notre pays. Ce nouveau régime de visa a été mis en œuvre depuis 2020. En facilitant les voyages, le Rwanda défend la vision d'une Afrique sans frontières où les gens peuvent se déplacer librement et se connecter aux cultures, aux économies et aux aspirations des autres. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à créer une Afrique prospère et unie. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. C'est donc le 3 mai en 2024, la journée mondiale de la liberté de la presse est consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. La prise de conscience de tous les aspects de la crise environnementale mondiale et de ses conséquences est essentielle pour construire des sociétés démocratiques et le travail journalistique est indispensable à cette fin. Les journalistes sont ainsi confrontés à d'importants défis lorsqu'ils recherchent et diffusent des informations sur des questions d'actualité telles que le problème lié aux chaînes d'approvisionnement, les migrations climatiques, les industries extractives, l'exploitation minière illégale, la pollution, le braconnage, le trafic d'animaux, la déforestation ou le changement climatique. Il est donc crucial d'assurer la visibilité de ces questions pour promouvoir la paix et les valeurs démocratiques dans le monde entier. Dans le cadre de cette journée internationale de la liberté de la presse, je choisis d'évoquer un sujet peu exploité dans les médias en Afrique. Le sujet est entré aux scientifiques. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio de la télévision du Rwanda Julien Chongwang. Il est camerounais et coordinateur donc régional et rédacteur en chef de l'édition francophone de CIDEV.net. Bienvenue à vous, Julien. Bonjour Patrick et bonjour aux auditeurs aux téléspectateurs surtout de la télévision rwandaise. C'est un plaisir d'être des vôtres ce soir. Merci beaucoup à vous. Ma première question, donc pourquoi des sujets scientifiques font-elles aussi peur, souvent évités par la profession? Est-ce la complexité ou le sérieux de ces analyses et recherches qui font donc peur aux journalistes? Eh bien, je dirais que d'après les rencontres que nous avons pu organiser au niveau de SciDev, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, je suis le coordonnateur de l'édition francophone de SciDev. D'après toutes les discussions que nous avons pu avoir avec des journalistes à travers le continent, eh bien, les questions scientifiques font peur, comme vous le dites, aux journalistes parce que c'est une matière qui demande beaucoup plus qui demande d'être beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus de précision et ne laisse pas, n'est-ce pas, la moindre place à l'erreur. Parce que vous imaginez que si vous écrivez un article sur la santé, par exemple sur les vaccins, vous n'avez pas le droit de prendre des libertés comme vous écririez par exemple un article en société ou bien en culture. Donc ça, c'est une première chose. L'autre raison qui explique cette sorte de réticence ou bien cette peur des journalistes à s'attaquer aux questions scientifiques, c'est l'accès même à l'information scientifique. Vous savez, l'information scientifique n'est pas aussi disponible
que l'information sportive ou que les faits divers de société ou que l'information culturelle. Il faut généralement aller la chercher dans les revues scientifiques, aller la chercher dans les institutions de recherche scientifique, aller la chercher auprès des chercheurs qui, il faut le dire malheureusement, ne sont pas forcément très ouverts non plus. Donc ça constitue un autre frein. Maintenant, l'autre chose est que dans les écoles de formation aussi, il n'y a pas nécessairement un accent n'est pas mis, n'est-ce pas, sur la formation des journalistes en vue de la couverture d'événements scientifiques. Et puis, dernier élément peut-être, c'est que la plupart des médias en Afrique subsaharienne n'ont pas toujours une rubrique dédiée à la science. Donc voilà un ensemble de raisons qui peuvent expliquer pourquoi il n'y a pas un grand nombre de journalistes dans notre environnement qui s'intéressent à l'information scientifique. Nous sommes dans un monde qui se transforme très rapidement et qui fait face à des défis majeurs de son temps. Les cas les plus récents est la pandémie de Covid-19 qui a bloqué près de 8 milliards d'êtres humains dans leur maison. Cette crise aurait-il pu être évitée? Et d'après vous, les médias ont-ils joué leur rôle comme il faut pendant cette crise? Oui, je pense que les médias ont joué un très grand rôle pendant la crise de la Covid-19 qui a secoué le monde entre 2019 et 2021-2022 par là. De mon point de vue, les médias ont joué vraiment un grand rôle. Pas seulement les médias scientifiques. Vous vous souvenez, à cette époque, la plupart des pays avaient mis en place un système qui permettait au ministère de la Santé et au ministère de la Recherche de faire des points de presse réguliers, des conférences de presse régulières pour donner la dernière information, ne serait-ce qu'en termes de nombre de personnes infectées, en termes de nombre de décès et en termes d'évolution, n'est-ce pas, de progrès dans la recherche des solutions à cette maladie. Donc il y avait régulièrement ces points de presse dans la plupart des pays et ces points de presse étaient très souvent couverts. Moi, je travaille au Cameroun, vous l'avez souligné. Ces points de presse étaient ouverts généralement à une cinquantaine de journalistes seulement. Et la preuve que les journalistes recherchaient l'information, c'est que le plus souvent, il y avait beaucoup plus de demandes et il y en avait qui n'avaient pas, il y en avait parmi les journalistes qui n'avaient malheureusement pas accès à la salle et se contentaient de suivre la conférence sur des écrans à l'extérieur et de prendre leurs notes pour aller faire leurs articles. Donc les journalistes ont pu faire leur travail sur cette base. L'autre chose, c'est que vous vous souvenez, il y avait même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, un site web qui avait été mis en place qui permettait, n'est-ce pas, d'avoir presque en temps réel le nombre d'infections qu'il y avait dans chaque pays, le nombre de décès, le nombre de personnes même qui étaient hospitalisées. Bref, il y avait les données, l'information était importante. Et je dois d'ailleurs vous dire que l'observation que nous avons pu faire au niveau de SciDev est que la COVID-19 a eu pour avantage, entre guillemets, n'est-ce pas, d'intéresser davantage de journalistes, d'intéresser beaucoup plus de journalistes aux questions scientifiques et liées à la santé. Oui. Donc ça, c'est le bénéfice qu'on peut avoir tiré de cette crise du point de vue journalistique. Parlons de notre sujet, la désinformation, qui guette le monde avec des charlatans. Excusez-moi les termes de journalistes. Donc, que faut-il faire face à ces personnes qui désinforment le monde? Bien, vous faites bien d'évoquer cette question, ce problème de désinformation, de fake news, puisqu'on l'appelle communément fake news. Alors, il faut déjà peut-être noter que les fake news ont connu une véritable explosion avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux où n'importe quelle personne, à n'importe quel niveau, quelqu'un peut se coucher dans son lit, rester dans sa chambre et devenir producteur d'informations qu'il met à la disposition du monde entier. Et il y a beaucoup de personnes qui les relaient sans s'assurer, sans se demander si l'information est avérée ou pas. Donc ça, c'est peut-être l'une des principales raisons de la grande force qu'on observe aujourd'hui de la part des fake news. Mais maintenant, face à cela, qu'est-ce que le journaliste peut faire pour répondre directement à votre question? À mon avis, il faut faire vraiment du journalisme. Parce que le journalisme
le journalisme comprend au moins 3 niveaux. Il faut collecter l'information, il faut la vérifier, il faut la recouper et puis avant la diffusion. Donc je pense que si le journaliste fait vraiment le journalisme en respectant au moins ces 4 niveaux, vérification, recoupement, je crois qu'on va éviter de tomber dans les fake news. Les fake news aujourd'hui s'emparent aussi des médias traditionnels comme la télévision, comme la radio, comme les journaux, tout simplement parce que malheureusement, de plus en plus de journalistes n'ont plus cette patience qui consiste à aller vérifier l'information à la source, à la recouper et à chercher l'équilibre. Parce que lorsque vous recherchez l'équilibre d'une information, ça vous permet, vous avez le temps de découvrir que l'information est juste en partie ou qu'elle est fausse en partie, ou qu'elle est fausse totalement ou qu'elle est vraie totalement. Donc, si nous revenons vraiment aux principes fondamentaux de notre métier de journaliste, c'est sûr, ce sera la mort déclarée des fake news. La toute dernière question, Julien, en ce 3 mai, n'est-il pas nécessaire pour le journaliste professionnel de réfléchir sur le respect de la déontologie qui doit régir notre profession? Surtout, de plus en plus de nos confrères ont tendance à verser dans l'extrémisme de la pensée, en foulant les pieds les principes fondamentaux de la profession, en épousant aussi facilement certaines thèses au détriment de ce noble métier. Très bien. Oui, le journaliste doit revenir. Comme je l'ai dit, j'enchaîne, je vais continuer à développer. Le journaliste doit revenir aux fondamentaux de notre profession. L'un de ces fondamentaux de notre profession, c'est l'équilibre, c'est l'indépendance. Je crois que le journaliste doit faire le maximum d'efforts possibles, n'est-ce pas, pour ne pas se laisser piéger par les positions partisanes, pour ne pas se laisser piéger par je veux dire les partis pris qui nous tentent tous dans la société. Nous sommes tous exposés à la tentation de céder aux partis pris. Mais si nous nous accrochons à ce que nous avons appris dans les écoles de journalisme, à savoir que nous devons présenter l'information de façon neutre, et que nous nous attelons, nous nous en faisons un principe fondamental de notre vie quotidienne, de notre pratique quotidienne du métier, eh bien, je crois qu'on va éviter cela. Mais il faut également comprendre pourquoi est-ce que de plus en plus de journalistes s'inscrivent dans ces positions partisanes. C'est peut-être parce que la presse est en crise dans le monde entier et vous le savez, les médias privés en particulier ont de plus en plus de peine, n'est-ce pas, à joindre les deux bouts, à survivre. Oui. Et donc, ça renforce la tentation des journalistes à céder, n'est-ce pas, aux offres qui leur viendraient de tel homme politique, de tel opérateur économique, de tel sportif, de rédiger des articles, ou en tout cas de prendre parti pour eux. Donc, je crois que c'est un problème global que pour résoudre, en même temps, les journalistes doivent essayer de revenir, doivent, renforcer leur mental pour ne pas céder à la tentation, mais en même temps, la société et en l'occurrence les pouvoirs publics doivent trouver les voies et moyens, n'est-ce pas, de rendre les entreprises de presse plus fortes afin de pouvoir assurer la survie, l'équilibre, le bien-être économique, n'est-ce pas, des travailleurs de la presse. C'est donc avec ces mots d'encouragement pour la presse que nous allons boucler cet entretien. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes Julien Chongwang et que vous êtes camerounais et que vous êtes coordinateur régional et rédacteur en chef de l'édition francophone de CIDEV.net. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous pour découvrir le reste de l'actualité nationale. Les partenaires en développement du gouvernement s'engagent à poursuivre l'appui qu'ils apportent au programme du gouvernement des 5 prochaines années en élaboration en vue des développements socio-économiques du pays. Cet engagement a été fait jeudi au premier jour de la retraite de 2 jours des hauts dirigeants des instances étatiques et les bailleurs de fonds du Rwanda. Les détails avec Kassim Youssouf. Les partenaires en développement du gouvernement ont en effet fait savoir qu'ils ont apprécié la détermination du Rwanda à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés au cours du programme septennal du gouvernement. Le développement socio-économique est évident tel qu'observé dans certains domaines comme les infrastructures, l'agriculture, l'éducation et la santé.
Le coordonnateur du système des Nations Unies au Rwanda, Ozonia Ojielo, a souligné qu'ils sont prêts à aussi collaborer avec le gouvernement du Rwanda dans le cadre du programme des 5 prochaines années. Government is in front, then we are behind. Le gouvernement du Rwanda va se placer devant nous et nous sommes avec lui dans les activités de développement nécessaires. Tous les partenaires sont prêts. Nous allons poursuivre les discussions avec le gouvernement du Rwanda pour qu'il nous précise les défis pour lesquels des solutions s'imposent et où davantage d'efforts sont plus exigés et comment nous pouvons tous collaborer pour atteindre les objectifs fixés. And how we will work together to realize those priorities. Le programme septennal du gouvernement débuté en 2017 arrive bientôt à son terme. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Ndagijimana Uziel, salue le rôle que les partenaires du gouvernement ont joué pour que ce programme soit réalisé et qu'il se soit engagé à soutenir celui des 5 prochaines années. Ce qui est évident, c'est que nous avons réalisé beaucoup de choses dans différents domaines tels que l'éducation, la croissance économique, la création d'emplois, les infrastructures comme l'eau et l'électricité et la santé. Il y en a beaucoup. Notre vie sociale repose sur 3 piliers qui vont se poursuivre dans l'avenir, c'est-à-dire la croissance économique et sociale et enregistrer un pas de plus dans le perfectionnement de la gouvernance. C'est à la fin de cette année que le rapport sur les réalisations des stratégies nationales de transformation NST1 sera publié. Les participants à cette retraite ont souhaité que les stratégies nationales de transformation NST2 qui vont bientôt être mises en place concernent notamment plus de perfectionnement dans l'organisation du travail et la collaboration des instances et d'œuvrer davantage pour le développement socio-économique du pays. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.